Alors, quelle journée extraordinaire! Je ne sais pas pour vous, mais l'atelier auquel moi j'ai assisté était vraiment tellement riche. L'expérience cumulée dans cette salle valait de l'or. Et je suis sûre que c'était la même chose dans les autres ateliers aussi. Et j'aimerais, alors, pour la plénière, j'inviterai chaque animatrice à venir présenter les 5 idées avec le plus haut niveau de faisabilité et le plus haut niveau d'impact. Mais avant, Kim, oh, ah, c'est Thérèse. Mais avant, non, c'est bon, c'est bon. Avant d'inviter les animatrices, j'aimerais vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça, parce que les organisatrices vont garder précieusement tous les post-it et toutes les idées qui ont été émises avec un but très précis. Et je demande à Thérèse Bellé de nous expliquer qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça. Je vais chercher le micro parce que voilà, le micro ici. Parce que tout ça, ça va être... Thérèse va expliquer qu'est-ce qu'on va faire avec Je vais y tout aller ça. très rapidement parce qu'on veut donner plus le temps à la plénière. Ce qui est important de dire, c'est que tout ce que nous avons pris en note dans tous les ateliers va être précieusement gardé, va être mis dans un rapport qu'on va envoyer bien sûr au secrétariat de la condition féminine et on va se servir parce que vous savez que le projet qu'on a se maintient sur 3 ans. Donc, dans un premier temps, on est en dépôt de projet pour les 2e et 3e années. Donc, avec le secrétariat d'État, on a promis que les plus grandes choses que vous nous diriez qui sont faisables vont s'intégrer dans nos projets et vous allez le savoir parce qu'on s'est dit qu'il fallait faire connaître ce qu'on fait. Ça, c'est la première des choses. Puis la deuxième des choses, ça va également nous servir pour la suite. Parce que dans beaucoup de nos ateliers, ce qu'on nous a dit, c'est qu'on ne change pas le monde en une journée. On a l'intention de peut-être de mettre 3-4 jours là-dessus, nous autres. Mais donc, avec ce que vous nous avez donné, on va s'en servir pour essayer de faire un plan d'action qui va s'échelonner, on l'espère pas trop longtemps, pour changer la situation. On a tous vos noms, vos courriels et tout ça. Donc, on va s'organiser pour faire des suivis. C'est correct? J'ai-tu tout dit, les filles? Excellent. Merci, Thérèse. C'est parce que le travail, il faut que ça soit clair, le travail que vous avez réalisé aujourd'hui, ça sert à des choses très concrètes, surtout pour les organismes spécialisés en développement de la main-d'œuvre féminine ici. Donc, j'invite Marianne Lapointe, qui a animé le premier atelier. Qu'est-ce que tu veux? Ah, OK. OK, oui, c'est déjà à l'écran. Oui, c'est sur la table. Voilà. Merci. Parce que moi, je n'ai pas une voix qui porte. Il y en a que c'est le cas, là. J'ai vu ça dans mon atelier. Il y en a une couple qui ont une belle voix. Moi, j'ai vraiment besoin d'un micro. Alors, dans notre atelier, nous avons priorisé ces 5 actions que je vous lis. Donc, mettre en place un programme de mentorat. Et on a déjà identifié dans notre atelier un partenaire qui voulait bien être identifié. Donc, c'est un volontaire. Alors, Mentorat Québec et Academos se sont portés volontaires pour être partenaires avec nous dans cette action. Donc, on voulait aussi offrir du transport aux travailleurs et travailleuses parce que dans certaines régions, certaines entreprises sont en manque de main-d'œuvre et les travailleuses n'ont pas accès à un transport en commun pour aller vers ces emplois-là. Donc, les villes et entreprises pourraient être ciblées pour être les partenaires de cette action. Un retour des services d'orientation dans tous les organismes spécialisés de la main-d'œuvre féminine. Alors, Geneviève en a parlé ce matin dans sa présentation et nous sommes revenus sur cette idée lors de notre atelier. On trouve que c'est une action qui porterait beaucoup d'impact et qui serait quand même très faisable de mettre en place. Alors, le retour des services d'orientation. Plus de partenariats entre les employeurs, les organismes d'aide à l'emploi pour des stages d'intégration et l'alternance formation-emploi. Donc, cette action-là était vraiment prioritaire dans notre atelier. Donc, les partenariats là, qui favorisent un continuum de services là,
de la formation avec les organismes et ainsi aussi avoir le concours des organismes qui peuvent financer la formation. Un partenariat là, qui se tient tout au long. Plus de visibilité de modèles de femmes qui réussissent dans ces métiers-là. Donc, on était vraiment à l'étape du choix de carrière. On trouvait que cette action-là était très porteuse d'impact. Et au niveau de la faisabilité, on trouvait que, étant donné qu'on a déjà un bassin de modèles qui pourrait être utilisé avec le concours Chapeau les filles, ça rendait l'activité très faisable. Merci. Excellent. Merci beaucoup, Marianne. Alors, hop. Oups. Excusez-moi. Bon, voilà. Alors, je viens de me faire dire qu'on doit se placer ici pour nos participantes en webinaire. Donc, OK. Alors, maintenant, j'invite Mireille Châteauneuf du deuxième atelier nous présenter les actions fortes. Oui, ici. OK. Donc, au cours de l'atelier numéro 2, les 5 énoncés qu'on a ressortis. D'abord, avoir un engagement organisationnel soutenu par les hautes directions, intégré par toutes les organisations, un peu dans le sens où toutes les organisations doivent s'engager, d'où part le partenariat. Ensuite, informer, éduquer sur les possibilités des choix de carrière chez les jeunes, briser les stéréotypes. Donc, on parle des jeunes très jeunes, on parle des jeunes du primaire. Ensuite, sensibiliser les acteurs concernés aux avantages de la diversification des choix, présenter des modèles, des histoires gagnantes. Ça fait un peu du pouce sur ce qu'on a parlé dans l'atelier 1. Créer des liens significatifs avec les acteurs concernés. Objectifs, attentes claires en lien avec les partenariats, dans le sens où on peut créer des liens, mais s'ils ne sont pas durables, ben ça le dit, ils ne dureront pas. Donc, des liens significatifs. Puis le dernier, offrir un accompagnement à tous les acteurs concernés, et ce, tout au long du parcours des femmes. Donc, on a repris un peu le schéma qu'on nous a présenté avec le parcours des femmes, puis on s'est dit, il faut un accompagnement tout au long, tout simplement. Merci. Merci beaucoup. Parfait. Merci. Maintenant, c'est à Thérèse Bellé pour le Marie-Lou. OK? T'es correct? Juste attendre. Il faut que je voie ça, moi. OK. Donc, on s'est dit que je veux dire qu'il y avait une très grosse diversité dans notre atelier, des ministères, des gens des organismes, des tables de concertation. On s'est dit qu'on était mûrs au Québec pour une grande campagne nationale pour déconstruire les stéréotypes, et ça, que ce soit fait avec multipartenaires. OK? Après ça, on s'est dit et qu'on s'est trouvé que le plan d'action pour réduire les inégalités entre les hommes et les femmes était une bonne stratégie pour ça. La coordination de toutes les interventions et actions des groupes, connaître ce qui existe ailleurs, accès à diffusion de l'information. Beaucoup je dirais tous les intervenants de notre atelier, se sont dit qu'on ne se connaît pas entre nous, on ne connaît pas ce qu'on fait, on ne connaît pas ce que les ministères font entre eux autres, et ça fait que on travaille en silo, et ça induit qu'on ne peut pas faire de partenariat, on ne se connaît pas. Donc, et on ne se connaît pas entre nous, et la population ne connaît pas ce qu'on fait. Donc, c'est dit qu'il devait y avoir des coordinations. De façon unanime, on a dit que le Québec était mûr pour une loi sur la conciliation travail-famille. Ce que ça va être une loi cadre. Ce que ça va être fantastique, c'est que c'était aussi bon pour nous, les femmes, que pour nos confrères avec qui on fait des bébés. Donc, on s'est dit que c'était quelque chose de très universel. On a remis sur la table le problème de l'éducation sociétale, où il y a encore des affaires pour les filles, et que c'est pas juste dans le monde de l'éducation qu'on fait ça, mais chez nous, avec nos propres enfants, les jouets qu'on achète et compagnie. Donc, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire là. Et de façon unanime, on a dit que les stages et l'expérimentation pratique dans les milieux de travail pour les femmes dans les métiers d'avenir et les métiers de la construction sont une nécessité, et qu'on doit s'unir, les différents ministères concernés et les groupes, pour essayer de faire qu'il y ait des expériences pratiques pour toutes les femmes. Merci. Merci infiniment.
Merci infiniment, Thérèse. Maintenant, je passe à Julie Sirat pour le 4e atelier. Bien, bonjour. En fait, nous, on a voulu travailler au niveau de la sensibilisation primaire dans un premier temps. On pensait que les jeunes devaient pouvoir expérimenter certaines tâches qui n'ont pas eu l'occasion d'être en contact. Souvent, ils ont un modèle féminin, un modèle masculin qui est le papa, pardon. Et puis, mais il existe plein d'autres options autour d'elles qu'ils n'ont pas eu la chance de tester. Souvent, on va faire un choix professionnel parce qu'on pense aimer quelque chose, mais on n'a pas eu la chance de se teinter dans autre chose, d'où l'expérimentation. On a aussi amené l'idée d'avoir des journées carrière. Il y avait plusieurs partenaires avec nous à notre atelier, puis on se disait, hey, il y a une association qui pourrait être faite, une journée carrière primaire pour la sensibilisation et surtout la manipulation, expérimentation. Donc, c'était notre premier item d'importance. À cet effet, vous allez pouvoir voir dans la salle d'exposition un type d'atelier d'expérimentation, de manipulation que des jeunes étudiantes pourraient essayer. Notre deuxième item était améliorer la formation, augmenter la sensibilisation face au harcèlement dans son sens large. On parle d'harcèlement, mais de tout item qui pourrait être un frein à l'intégration de la femme dans des milieux non trad ou majoritairement masculins. Donc, une meilleure sensibilisation, ça peut être autant du côté employeur que collègues, donc harceleurs, harcelés, donc toutes les instances, dans le fond, qu'il y ait une meilleure sensibilisation à cet effet-là. D'accéder plus facilement à des visites d'entreprise. On ne parlait pas de faire venir les entreprises, mais qu'il y ait des journées portes ouvertes, que ces entreprises-là offrent la possibilité aux femmes d'aller voir physiquement à quoi ça ressemble un lieu de travail. C'est quoi les possibilités d'emploi, parce qu'ils ont beau faire des affichages de postes, c'est pas toujours représentatif de ce qu'est le travail en vrai. Donc, c'était notre troisième item. Dégenrer les métiers. Donc, dégenrer, ça veut dire par des images, mais des images de toutes sortes. Ça veut dire qu'il n'y a pas un métier qui est associé à un sexe, qu'on parle plutôt en termes d'attirance ou de compétences, mais qu'on n'associe plus maintenant les métiers à des sexes. Et créer de meilleurs programmes de mentorat, que ce soit autant au sein des compagnies, entreprises, que pour les employés. Donc, pour l'insertion, mais surtout pour qu'on atteigne un maintien de ces femmes-là en emploi. Donc, voilà. Merci beaucoup. Oups. Merci beaucoup, Julie. Maintenant, je demande à Marie-Julie Chaput pour le 5e atelier. Merci. Bonjour tout le monde. En préambule, je voulais juste signifier que dans l'atelier, les 3 mots-clés, c'était vraiment l'ouverture, la créativité, puis l'abondance de ressources multiples. On avait de quoi autour de la table pour faire face à la grandeur et puis à la complexité des défis qui se présentent à nous. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se rassemblent. Ici, notre première proposition est identique à celle qui vient d'être présentée. Au moment du choix, permettre, dès l'école primaire, permettre aux enfants de toucher, d'explorer, vraiment de manipuler, de vivre ce que ça pourrait être des métiers dans le monde traditionnel. Si je passe à la troisième proposition qui est liée à la formation, on proposait de mettre en place des incitatifs financiers qui faciliteraient l'accès à des programmes vers des milieux non traditionnels. Et puis, ça pourrait être des bourses, enfin plutôt des prêts qui se transforment en bourses lors de la diplomation. Le deuxième item, ici, on parle de partenariat pour qu'un changement ait lieu. On a parlé de la conduite du changement plus tôt dans la journée. Il faut qu'il y ait une vraie volonté sociale et politique et qu'il y ait des engagements qui soient pris à tous les niveaux, que ça devienne législatif, que ce soit vraiment inscrit dans nos textes de loi. Le 4e point, c'était, on l'a aussi mentionné un petit peu plus tôt, les gens ne se connaissent pas, donc créer des tables de concertation, des lieux où les gens se réunissent, collaborent et co-construisent leur vision de ce parcours de réussite pour les femmes vers les métiers de la construction et les métiers d'avenir.
Enfin, on a vraiment mis de l'avant les partenariats avec les entreprises, la nécessité de les accompagner dans la mise en place de guides, de pratiques qui facilitent l'accueil, l'intégration des femmes dans ces milieux non traditionnels, que ce soit au niveau de leurs pratiques RH, que ce soit au niveau de la conciliation travail-famille, ou encore comment toute l'entreprise et les employeurs peuvent se mobiliser pour contribuer à cette réussite. Merci. Merci Marie-Julie. Et maintenant, Claudia Bédard pour le 6e atelier de coffre. Bonjour, nous avons retenu 5 moyens. Sensibiliser dès le plus jeune âge des filles et du public. Donc, de sensibiliser les jeunes filles dès le bas âge. Plus de financement par Emploi Québec pour toutes les formations en non-trad, incluant les secteurs de la construction pour les femmes. Développer des projets en collaboration entre les commissions scolaires, les entreprises, les organismes spécialisés en main-d'œuvre féminine, Emploi Québec pour augmenter l'offre de formation en entreprise. Et on a choisi aussi d'augmenter le financement pour les organismes en développement de la main-d'œuvre féminine pour le volet maintien. Un accompagnement soutenu de la femme et faire connaître le service de maintien auprès des entreprises. Aussi, le dernier moyen, de faire une campagne nationale à grande échelle pour valoriser la place des femmes dans tous les secteurs. C'est sûr, on l'a mentionné, par des modèles de réussite des femmes dans les secteurs non trad. Merci. Merci beaucoup, Claudia. Maintenant que j'ai une annonce, Madame Catherine Fehrenbach, excusez-moi, je ne sais quoi son titre exact, sous-ministre associé chargé au secrétariat de la condition féminine, ne peut pas nous joindre cet après-midi. Vous savez, on a une nouvelle ministre de la condition féminine. Ça a été changé hier. On n'a plus Sonia Lebel, mais c'est maintenant Isabelle Charret, ministre associée à l'éducation, ce qui est pertinent quand même. Mais on est très chanceux et chanceuse parce qu'on a Sophie Brière qui a accepté suite à la présentation de toutes les actions, de nous présenter ses commentaires, ses réflexions par rapport aux actions mises de l'avant, par rapport aux questions d'aujourd'hui. Alors, Sophie, je vous Donc, je suis votre prix de consolation aujourd'hui. J'ai pas d'annonce à vous faire, j'aimerais ça. J'injecterais dans... Je trouve que la loi sur la conciliation travail-famille, c'est une bonne idée. Ben, je sais pas si ça prend une loi. Je pousse pour ça. Je vais vraiment y aller comme ça. Puis même s'il y a quelques questions, je sais pas combien de temps on a, mais s'il y a encore quelques questions à la fin, s'il y a des gens qui veulent terminer avec 5 minutes peut-être? 2 minutes? Et puis on a une période d'échange avec la salle. Ah, parfait, parce que je n'ai pas pour 10 minutes, je pense. Okay. Conciliation travail-famille, ça me permet de parler de ça. On en a parlé beaucoup. C'est un vrai enjeu. Hein? Encore en 2019, les gens me disent comment ça qu'on parle encore de conciliation travail-famille. Pourquoi? Parce que le congé de maternité, c'est encore un problème dans les organisations. Puis je le dis comme je l'entends. Beaucoup de gens me disent, beaucoup de gestionnaires me disent « Moi, quand j'ai quelqu'un qui tombe, j'ai un problème à régler. » Je l'ai encore entendu la semaine passée. J'étais avec des gens, puis ils me disaient... Là, j'ai dit « Pourquoi vous dites problème? En quoi avoir des enfants, c'est un problème aujourd'hui? » Mais ça l'est encore parce que... Puis, je parle aussi à des jeunes filles qui me disent « Je ne sais pas si je vais avoir des enfants parce que j'ai une bonne carrière. » Puis là, ça va peut-être me ralentir. Puis il y a probablement des jeunes papas aussi, mais... On s'entend que ça touche beaucoup plus les femmes. Pourquoi? Parce que c'est les femmes qui portent les enfants. Puis les gens me disent, mais non, on ne changera pas ça. Non, on ne changera pas ça. On n'a pas encore trouvé. Mais comment, comme milieu de travail, sachant ça, qu'est-ce que je peux faire pour faciliter ça? Puis on le sait que ça... Je vais donner l'exemple ce midi, je pourrais le reprendre avec les policiers, policières. On m'expliquait, on me dit, ça marche pas, les femmes police, ça fonctionne pas. Vous savez, il y a une stagnation, là, ça a été bien super. Il y a eu une augmentation des femmes à l'école de police.
On le voit, la police communautaire, tout ça. Puis présentement, il y a une stagnation. On stagne. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont chefs de police présentement. Je ne sais pas si vous avez des statistiques, là, mais nous, on les a. Il y a une femme qui est chef de police dans tous les services municipaux au Québec. Il y en avait 2. Une a pris sa retraite. On a perdu 50 en partant. J'ai essayé de la retenir, mais ça ne marchait pas. Donc, et puis, à la Sûreté du Québec, qui est notre police nationale, presque pas de diversité. Presque pas de femmes, hein? 1-2 %. Il y a quelque chose qui se passe dans la police, je pense, à ce niveau-là. J'ai essayé de trouver, puis j'ai relu les notes, puis un des enjeux, c'est beaucoup, puis les gens vont vous en parler, on sait bien, les filles dans la police, ça a 2-3 enfants, puis c'est ça, c'est un enjeu, c'est un vrai enjeu. Je ne sais pas comment ils vont le régler, mais quand on est policière, puis on a un enfant, on doit avoir un congé en retrait préventif. Donc, on part 9 mois. Là, on a notre enfant, on repart 9 mois. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça fait presque 1 an et demi, 2 ans qu'on n'a pas été policière. Quand on revient à côté de notre collègue, que ça fait 2 ans qu'il est police puis qu'il travaille fort, tout ça, il va dire, toi, tu n'es pas une vraie police. Parce que tu as 2 ans de moins d'expérience que moi. 1 an plus tard, j'ai un autre enfant. Encore un autre 1 an, 2 ans que je perds comme ça. Donc, au bout de 6 ans, des fois, on dit les effets pervers, c'est bien fait parce que les gens accumulent leur ancienneté, une chance. Donc, une fille qui a fait un congé de maternité, 1 ou 2 congés de maternité, bien, au bout de 6 ans, elle ne perd pas son ancienneté. Donc, elle peut appliquer sur des emplois de poste de décision ou autre. Mais qu'est-ce que vous pensez informellement de ce qui se dit? Ce n'est pas une vraie police parce que tu as 2 ans de police. Moi, j'en ai 5 et 6. Donc, ça joue beaucoup quand on fait des concours dans les entrevues en disant « Moi, j'ai de l'expérience, mais toi, tu n'en as pas tant que ça. » C'est la faute à qui, c'est cet enjeu-là? C'est la faute des hommes, c'est la faute des... Alors, mais c'est là. Puis, ça fait que, finalement, ce rattrapage-là des femmes, il est presque impossible. Parce qu'au bout de 5-10 ans, que tu as été mis sur, comme tu n'es pas une vraie police, ça devient quasiment... On ne peut pas rattraper ça. Okay? Donc, il y a des gestes qu'il faut poser. Puis, moi, je me dis c'est un enjeu qu'il faut traiter. Comment il faut le faire? Bien, c'est au service de police, je pense, à se pencher sur la question et à trouver des solutions. Il n'y a pas de solution toute faite, mais c'est un exemple pour montrer, puis ça, je prends la police, mais il y en a dans plein d'autres secteurs aussi, que la maternité, on parlait du secteur des technologies. J'ai rencontré plein de chargés de projet qui m'ont dit, moi, si j'ai un enfant, je perds mon gros projet. Si je perds mon gros projet, puis je perds un autre gros projet, c'est bien de valeur, mais je ne serai plus la performante du bureau. Puis, il faut, je pense, réfléchir là-dessus. Il faut trouver des solutions. Puis là, les gens, des fois, disent, j'ose plus trop parler. Aussi, si les femmes veulent avoir des enfants ou pas, faut comme... ça, je pense, c'est un faux débat aussi. Il faut parler de ces enjeux-là. Puis je pense que ça nous permet... En tout cas, les organisations qui ont réglé ça, ils ont fait un pas de géant. Puis moi, j'ai rencontré des secteurs ou des organisations, ils me disaient, nous, c'est réglé cette affaire-là. Puis on a trouvé il y a même des organisations qui ont trouvé un mécanisme de remplacement. Ils ont une équipe volante, parce que quand il y a des congés de maternité, il y a tout de suite quelqu'un. C'est pas supposé être ta faute à toi. C'est l'employeur. Puis je disais aux gens, tomber malade, quelqu'un qui tombe malade puis qui part le lendemain, je pense que c'est pire que quelqu'un qui a 9 mois pour se préparer à quelqu'un qui s'en va. Puis des gens irremplaçables, je veux dire, je pense que tout le monde est remplaçable. Il faut le planifier, il faut travailler en équipe, puis il faut savoir que ça existe, ça fait partie de nos réalités. Puis je pense que c'est à l'organisation de trouver des solutions. Puis ça existe, il y en a qui l'ont fait. Puis je pense que c'est très facilitant pour les femmes et pour les hommes aussi. Donc ça, c'était mon petit point sur l'harmonisation de la vie de travail. Puis la conciliation travail-famille, c'est pas juste les enfants aussi, hein. C'est toute notre vie personnelle. Tout le monde a le droit d'avoir une vie personnelle, que ce soit même faire de la prochaine danse et tout ça. Donc, c'est large. Je pense qu'il faut élargir aussi là, notre conception de ça. Ce que j'ai entendu, en tout cas aujourd'hui, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant que tout le monde vienne comme ça aujourd'hui, réfléchir, arriver avec des solutions. En tout cas, moi, j'ai découvert qu'il y avait tellement de groupes. C'est motivant, c'est décourageant un peu, parce que je me dis, tout le travail qui est fait depuis 20 ans, 30 ans, de par vos actions, vos groupes, puis oui, on avance, mais comment ça qu'on n'avance pas? On revient un peu à ce qu'on disait ce matin aussi rapidement. Puis, je pense que ce que vous avez découvert, en tout cas, nous, dans notre atelier, puis ce que vous avez présenté, il y avait quand même des bonnes pratiques qui ont été mises à l'avant et tout ça. Mon réflexe, puis je vais le partager avec vous, puis je l'ai partagé avec mon atelier tout à l'heure, c'est de dire, bien, ça n'a pas déjà été fait, ça, ou ça n'a pas déjà été tenté, ou il me semble que ce matin, on a parlé d'un programme d'accès à l'égalité. Il me semble qu'on doit avoir le diagnostic. Il me semble qu'on doit avoir les bonnes pratiques. Il me semble. Donc, des fois, c'est d'essayer là,
moi, j'aide pas toujours essayer de refaire la roue, mais d'essayer. Puis c'est ça qui est difficile, de dire, ben, c'est quoi les données, c'est quoi les enjeux, puis essayer d'identifier 2, 3 affaires des fois sur lesquelles on va travailler. Je pense que les statistiques, vous les avez, puis il faut peut-être, en tout cas, c'est partager encore plus. Puis qu'est-ce qui se fait déjà? En tout cas, moi, je pense qu'il y a beaucoup de pratiques là-dedans qui ont peut-être déjà été essayées. Qu'est-ce qui fait que ça marche pas? Dans notre atelier, on a parlé des horaires de travail. Moi, je pense qu'il y a un gros enjeu là. Oui, c'est bien de travailler au niveau politique et tout ça, mais commencer à 7 heures le matin pour des familles, pourquoi? On a-tu déjà questionné ça? J'ai l'impression que c'est un modèle qui est fait pour des gens qui partaient travailler puis que toute la famille était bien. Lever des enfants à 5h30 du matin pour être là, on peut-tu... c'est qui a décidé ça puis qui décide plus ça? C'est ça, dans le fond. Puis moi, j'ai toujours, il faut déconstruire, il faut essayer de changer, il faut changer de planète à un moment donné. Il faut amener les gens là en disant... Puis j'en ai vu des milieux qui ont dit, maintenant, si vous voulez commencer à 8h, 8h30, ça fait toute la différence pour les gens. Puis qu'est-ce que ça change tant que ça pour l'entreprise de ne pas être là à 7h le matin, mais c'est un modèle... pas, en tout cas, c'est un modèle qui a été fait pour une réalité qui a changé. OK? Donc, moi, j'ai déjà eu des discussions avec des gens en finance qui me disaient, vous savez, le réseautage, c'est tellement important, le réseautage, amener les clients à la fin de semaine et tout ça. Je dis, oui, bien, à peu près ça, ils se demandaient pourquoi il n'y avait pas de femmes qui appliquaient à des postes de décision. Je disais, allez au golf puis à la pêche. Puis, je dis, probablement que les clients qui sont là, ça leur tente peut-être même pas d'être là parce que les autres aussi ont des familles. Alors là, ils me disaient, vous voulez plus qu'ils réseautent? Non, c'est pas ça. On peut-tu réseauter autrement? On peut-tu savoir que c'est peut-être pas nécessaire à tous les soirs d'être au cocktail puis toutes les fins de semaine d'être en gros en social. Il y a peut-être façon de le faire différemment qui va permettre à plus de gens avec des modèles différents de faire carrière puis de prendre des postes de décision. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire là-dessus. En tout cas, on a eu beaucoup d'outils aussi. J'ai bien aimé les grilles là, en rond que vous avez proposées. Bon, moi, j'en ai proposé modestement ce matin. Je pense que ça peut... Je pense qu'on repart avec ça, en tout cas, collectivement, de se donner des outils diagnostiques en disant qu'est-ce qui accroche vraiment, où je dois travailler, à quelle place dans le parcours, à la fois mon parcours à moi, mais à la fois à l'intérieur même de l'organisation. Comment on a tendance à mettre beaucoup l'accent sur les individus, mais comment l'organisation peut nous appuyer là-dedans. Donc, je pense que ça, aujourd'hui, collectivement, là, je pense qu'on repart avec beaucoup de connaissances, beaucoup d'outils, puis je trouve ça très, très intéressant. Je finirais peut-être juste sur... je voulais peut-être juste revenir sur le rôle des dirigeants ce matin. Je pense que c'est majeur. On en a parlé un peu. J'ai pas eu l'occasion de... Mais je pense que ça passe beaucoup par là, les dirigeants et les dirigeantes qui peuvent changer des choses. Tu sais, je parlais de changer des horaires, changer des pratiques, changer la culture. Moi, il y a des personnes qui m'ont dit dans l'industrie... à un moment donné, je suis allée voir mon patron et je lui ai dit, si toi, tu ne changes pas de langage, il n'y a personne en bas qui va le faire. Arrête de sacrer, arrête de parler fort. En tout cas, c'est un exemple, mais donne l'exemple aussi. Des fois, c'est des petites choses. On cherche des grands systèmes à changer, des grandes politiques. Des fois, juste un changement de comportement comme ça, puis la personne a dit, t'as bien raison, dans le fond, je vais donner le... Alors, il y a des signaux comme ça que les dirigeants peuvent nous donner, puis je pense qu'ils ont un rôle là-dedans de s'impliquer pour changer des pratiques. Oui, tout le monde ensemble, on peut faire un bout, mais je pense que ça vient beaucoup de là. Puis peut-être je vais terminer avec une anecdote, mais mes 2 meilleurs cas dont j'ai parlé ce matin, je leur ai demandé à la fin, je leur ai dit, est-ce que vous avez fait l'objet d'un programme d'accès à l'égalité? Est-ce qu'il y avait... Puis là, ils m'ont regardé et ils m'ont dit, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne s'en souvient pas. On n'a pas documenté ça. Puis ça m'a comme fait dire, ben oui. Puis je l'ai vérifié, puis oui, les 2 professions. Fait que ça a probablement donné un coup de pouce. Mais tout ça pour dire aussi qu'il y a probablement autre chose qui a été fait que juste se fier au programme qui était super important. Mais je pense que les gens ont changé des choses petit à petit. Puis moi, ce que je vais vous dire aussi, c'est que c'est pas toujours ceux qu'on entend qui sont les meilleurs. Faut se méfier aussi du double discours de gens qui... Moi, les cas les plus intéressants, c'est ceux dont on entend le moins parler. Puis je pense qu'il faut faire attention aussi. Il y a beaucoup de l'ordre du discours de l'égalité, de la diversité. On met beaucoup des femmes de l'avant, on certifie les gens, les entreprises et tout ça. C'est intéressant, mais je pense ayez le regard critique d'aller voir ce qu'il y a
vraiment, qu'est-ce qui a changé vraiment, qu'est-ce qu'on fait, puis mettre de l'avant aussi ces pratiques-là qui, des fois, sont tout aussi porteuses que une politique ou des choses. Donc, vraiment travailler à ces deux niveaux-là. Donc, bien, merci beaucoup de cette journée. Puis, à bientôt. Puis, si vous voulez communiquer avec moi pour continuer à échanger, là, moi, je fais ça depuis des années. Puis, j'ajoute des connaissances, des secteurs. Donc, ça me fera vraiment plaisir de discuter avec vous. Merci. Merci beaucoup, Sophie Brière. C'était extrêmement intéressant. Je vais juste partager une petite anecdote avec vous. C'est qu'en 2011, quand je travaillais au CIAFT, on a organisé un grand colloque sur les femmes et les métiers non traditionnels. Et quand j'étais invitée d'animer ici, aujourd'hui, je m'étais dit, ça va être intéressant à voir. Est-ce qu'on fait la même chose? Et je peux vous dire très clairement que ce n'était pas du tout le même contenu aujourd'hui qu'il y a 8 ans. Et ce que je remarque, c'est l'expérience des personnes dans la salle. Est-ce qu'on dit, on est sur le plancher des vaches? C'est ça que vous dites en français? C'est concret. Vous savez exactement c'est quoi les obstacles, c'est qui, c'est comment, qu'est-ce que vous avez fait. Vous avez vraiment du bagage, vous avez analysé ça et vous avez vraiment beaucoup d'idées. Alors, j'ai l'impression que la discussion part d'un autre niveau. Ça part d'une place qui est complètement différente qu'il y a juste 8 ans. Et ça, c'est intéressant. Et en termes de ce que je remarque, parce que alors les questions pour vous, et dans 1 minute, je vais vous inviter à y répondre. Les questions maintenant pour la plénière, et nous avons une bonne demi-heure pour échanger, c'est que avez-vous des éléments à ajouter? Est-ce qu'il y a des choses qui manquent, des choses importantes qui n'ont pas été dites, des actions? Il y a des choses, c'est très clair, il y a des choses qui vont dans le même sens et il y en a plusieurs. Vraiment des campagnes, et je pense que ça va être probablement pour toujours des campagnes sur les stéréotypes, par exemple. Soit contre les stéréotypes ou pour d'autres modèles, pour voir des femmes dans d'autres rôles dans la société. La conciliation travail-famille et les pratiques des ressources humaines, vraiment que si on agit là-dessus, ça va faire changer des choses, ça va rendre des milieux beaucoup plus accessibles pour les femmes et les femmes vont pouvoir s'y maintenir. Argent, vraiment le nerf de la guerre, argent pour financer des formations pour les organismes spécialisés en développement de la main-d'œuvre féminine, pour revenir à leur j'ai oublié le terme, d'offrir de l'orientation au niveau de l'orientation professionnelle dans des organismes spécialisés, le mentorat, et l'importance des partenariats, vraiment ça, partout. Mais il y a quand même beaucoup d'autres idées qui ont été lancées aussi, et là on voit vraiment votre expérience. Le transport, qu'est-ce qui fait, quelle compagnie qui fait quoi, dans quelle région, et qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme modèle. Alors, énormément d'idées, d'actions bien priorisées, très concrètes, mais pour vous, c'est quoi vos réactions à tout ça? Est-ce qu'il y a des éléments à ajouter? Est-ce qu'il y a des nuances à faire? La parole est à vous. On a 2 microphones ici. Et avec toute l'expérience dans la salle, je suis sûre que vous avez des choses à dire. Personne? Non, moi je suis là. Ah, oh, excusez-moi, Caroline. OK, j'enlève mes lunettes. Ben, moi, ce que je me rends compte dans tout ça, c'est qu'on a eu plein d'idées qui sont des grandes choses, mais on a entendu plein de choses aussi qui sont des petites choses. Je ne sais pas qui dans le panel ce matin a dit qu'on avait encore une manière différenciée d'élever les enfants, les petites filles, les petits garçons, les jouets. Moi, je pense qu'il faut voir, oui, les grosses choses qu'on peut faire, mais il faut voir aussi chaque petit geste que chaque personne fait. C'est un peu ce qu'on a fait avec l'environnement. On est parti de chacun qui prend son morceau de papier puis qui le met au recyclage au lieu de
Fait que ça part de là, ça part d'être chacun d'entre nous qui partons aujourd'hui, qui sont des incubateurs de changement dans nos milieux. Je pense aux gens des commissions scolaires qu'on a vus aujourd'hui, puis qui vont peut-être penser quand ils vont faire une pub pour un DEP, de dire le DEP en soudage, on a des photos des deux qui sont à l'intérieur de ça. Tous ceux qui font de la formation sur mesure, d'avoir des pubs juste pour les femmes. Fait que ça nous donne, je trouve, plein de petits points qu'on peut faire. Puis je nous amène aussi à voir, moi je suis propriétaire d'un immeuble, on est tous et toutes des donneurs d'ouvrages, puis on peut donner l'ouvrage à qui on souhaite. C'est-à-dire que quand on fait des appels d'offres pour avoir des corps de métier pour travailler, pourquoi on ne s'habitue pas à en demander des femmes, à vérifier, vous, dans votre entreprise, en avez-vous des femmes? En engagez-vous? Êtes-vous ouvert à ça? Donc, c'est tous des petits gestes, je pense, qu'on peut faire au quotidien puis qui peuvent changer les choses pour que tout ce qu'on a mis en chantier aujourd'hui, bien, on puisse chacun dans notre travail l'amener puis apporter ça plus loin. Mm-hmm. Merci beaucoup. D'autres commentaires? Geneviève, tu as sûrement des commentaires. Non. Non, d'autres choses? OK. Ben moi, j'ai... OK. Au niveau des politiques, est-ce que vous trouvez que c'est important de travailler là-dessus? Ah, excusez-moi. Ben, c'est correct. C'est vraiment le challenge. C'est mon angle mort. Donc, oui, chaque petit geste compte, comme Madame vient de le dire. Puis, je pense que c'est significatif. Puis, clairement, dans la salle, on a beaucoup de gestes qui sont posés à travers la province dans chacun des organismes ici. Mais ce que je trouve qui ne transparaissait pas très fort dans la synthèse de nos ateliers, c'est le leadership qui est nécessaire. Madame Brière a parlé du leadership à l'intérieur d'une entreprise, que quand la personne en poste de direction assume puis a une volonté ferme, bien, elle peut passer le message dans son personnel. Mais à l'échelle de la province, c'est le gouvernement qui doit jouer ce rôle de leadership-là. Puis je pense qu'une des idées qui était la loi cadre sur la conciliation travail-famille, c'est une des idées, mais toutes celles-là aussi, l'engagement puis la volonté politique de créer un véritable changement, ça va passer par là. T'sais. On le voit que le secrétariat à la condition féminine, ont des moyens assez limités, puis ils sont comme 4-5 filles qui courent partout puis qui essaient de tout faire. On voit que c'est pas important pour le gouvernement. Ouais. C'est très vrai. Il y a des femmes dans la salle qui peuvent nous raconter l'histoire de comment les ministres peuvent être sensibilisés à des réalités. Et en fait, une ministre extrêmement importante, Michèle Courchaine, pour ne pas la nommer, était sensibilisée à la réalité des organismes spécialisés. Et c'est elle, comme ministre de l'Emploi et la Solidarité sociale, suite à la sensibilisation des femmes ici qui ont travaillé sans relâche pour la sensibiliser, qui a éventuellement mis en place l'enveloppe, etc. Et c'est vous, je vous vois, les femmes qui ont porté cette bataille. Donc la question de leadership est extrêmement importante, mais ça se travaille aussi de voir quelle porte, continuer à frapper à des portes pour voir, bon, quelle porte est-ce qu'on peut ouvrir et qui est-ce qu'on peut trouver comme allié. Absolument, et ça à tous les niveaux. D'autres questions? Moi, j'ai une question pour vous. Au niveau des politiques, il y avait une ambivalence face à la faisabilité. Mais elles sont profondément importantes, les politiques. Alors, comment est-ce que vous voyez une loi cadre en conciliation travail-famille? On a gagné des choses dans le passé. On a gagné des services de garde subventionnés et des CPE. On a gagné une loi en équité salariale. On a gagné des choses. On a gagné le régime québécois d'assurance parentale. De grandes batailles. Il ne faut pas les oublier et ça ne fait pas longtemps. Mais Madame Lemay nous a interpellé sur l'opportunité du moment. Oui. Et je trouvais ça triste qu'on ne l'ait pas sorti. Là. Oui, c'est très important, Thérèse. Ouais. J'aime tout le temps que tout le monde m'entend. Oui, mais il y a du monde en web diffusion. Oui, c'est vrai. Ben oui. Ben oui, mais Mme Lemieux nous a interpellés sur l'opportunité qu'on est en train de vivre. Puis je pense qu'à part qu'on est bonne, là, il y a beaucoup de monde ici de beaucoup de secteurs différents, mais ça a été dit dans notre atelier et dans d'autres. Moi, je pense qu'il faut profiter de ce mouvement-là et de la conjoncture actuelle qui, à mon avis, porte sur
la loi cadre conciliation travail-famille, sortir de nos îlots et travailler en commun. Les employeurs, on dit qu'on est en besoin de main-d'œuvre, les femmes, c'est des besoins de main-d'œuvre. Donc, je pense qu'on a une opportunité et qu'il faut la saisir. On a une écoute quand même correcte au secrétariat, ça manque d'argent, mais on a une écoute correcte. Emploi Québec veut faire des stages en milieu de travail. Moi, je pense qu'il faut le saisir, c'est maintenant. Merci Thérèse. Marianne? Oui, moi, je voulais répondre un peu à ta question, Jennifer. Je trouve qu'on a aussi une opportunité présentement pour l'établissement de politique à plusieurs niveaux, sur plusieurs sujets. Je vais prendre la conciliation travail-famille comme exemple, mais ça peut s'étaler à plusieurs, mon commentaire peut s'étaler à plusieurs idées, à plusieurs questions. Présentement, on a une génération d'hommes qui sont prêts aussi à embarquer avec nous dans la lutte pour beaucoup de questions. On a récemment vu passer une étude sur les impacts de la mesure de donner des congés de paternité aux hommes et cette mesure-là est de plus en plus utilisée. Alors, ne sous-estimons pas la possibilité d'avoir des meilleurs impacts en allant chercher nos collègues masculins pour les amener dans nos luttes avec nous. Et pour plusieurs sujets, je trouve que ça peut être très porteur d'impact. Puis, la politique égalité, le mot le dit, hein, les deux sexes égaux, ben, dans le fond, les hommes et les femmes peuvent retirer quelque chose de positif là-dessus. Et quand les hommes prennent des congés de paternité, c'est aussi des nouveaux modèles de père qu'on met en place, des nouveaux modèles de mère. Et c'est porteur de positif pour l'avenir, pour les générations à venir. Fait que sous-estimons pas la possibilité d'aller chercher les hommes comme partenaires dans nos actions. Tout à fait. Oui, merci. En fait, la sociologue Francine Descaries a toujours dit si elle avait une baguette magique et une action à poser pour favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes, ça serait que le congé de maternité ou congé parental soit divisé en deux de part égale. Parce que si les hommes étaient impliqués depuis le départ, pas juste pour 3 semaines, là, mais pour 4 mois auprès du bébé ou du bébé à gérer la maison, à faire tout ce qu'une femme fait à la maison, que ça irait très loin. Toutes les ramifications, toutes les conséquences de ça nous aideraient énormément dans la bataille pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Et c'est sûr qu'ils sont touchés par la conciliation travail-famille. Beaucoup d'entre vous travaillez auprès des femmes très éloignées du marché du travail. Et tout au long de la journée, je me posais la question au niveau des femmes qui vont nécessairement intégrer des emplois très faiblement qualifiés. Il y en a beaucoup au Québec de ces emplois. Comment est-ce que tout ce qu'on a dit et tout ce qu'on a mis ici, est-ce que ça va changer des choses pour les femmes qui, avec de faibles niveaux de qualification, qui risquent d'aller dans des emplois peu qualifiés? Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes expérimentées dans ce travail. Alors, moi, j'aimerais vous entendre. Parce que ça, tout au long pour moi, c'était une préoccupation majeure. Toutes ces femmes, les écarts salariaux sont les plus graves, les plus profonds, la division sexuelle du travail au bas de l'échelle est la pire, etc. Donc, Geneviève. Finalement, je vais parler. Oui. Moi, c'est une question qui me préoccupe depuis vraiment longtemps. Donc, la main-d'œuvre féminine peu qualifiée. Et plus que ça, la main-d'œuvre peu qualifiée et qui, en ce moment, n'ont pas la capacité de s'asseoir sur les bancs d'école pour aller chercher cette qualification-là, pour toutes sortes de raisons. Hein. Et moi, je me questionne toujours sur le système scolaire tel qu'il est actuellement. On en a beaucoup parlé dans les ateliers, c'est encore ressorti. Je remets sur la table la nécessité d'avoir des formules de formation qui se font en milieu de travail, donc en situation concrète.
Je comprends que pour beaucoup d'emplois, beaucoup de métiers, et surtout avec la transformation du marché du travail, même les emplois de base vont commencer à demander, va avoir des exigences au niveau de la littératie, la numératie, etc. Mais on va avoir quand même un problème tantôt. Comment on fait pour arrêter d'en parler, puis finalement faire vraiment des choses concrètes sur le marché du travail qui va permettre aux travailleuses d'avoir une opportunité d'acquérir les compétences dans leur milieu de travail dans un contexte concret. Donc, est-ce que j'ai vraiment besoin de passer à travers un parcours scolaire tel qu'il m'est demandé actuellement pour pouvoir faire ce travail-là? Tu sais, tantôt, il va falloir se poser la question puis faire quelque chose à ce sujet-là. Et les organismes comme les nôtres, on est limité dans nos capacités par rapport à ça et on voit le découragement des travailleuses qui viennent dans nos services pour lesquels on fait de l'orientation professionnelle. Et quand le constat est de dire ça te prend ce cours-là pour pouvoir faire ça, c'est très décourageant. Il y a une affaire qu'on n'a pas nommée de la journée et ça me surprend, les programmes d'apprentissage en milieu de travail. Il en existe plus d'une 50aine. Ce sont des formules extraordinaires. La majorité sont traditionnellement masculines. Et moi, je pense qu'il y a des pistes de solutions à travailler par rapport à ça. C'est juste qu'en ce moment, les mécanismes et les règles de gestion des PAMT fait que ça limite un petit peu l'accès. Et je pense que ça, il faudrait garder ça à l'esprit pour travailler plus dans ce sens-là. Et je crois que tout le secteur de la formation a un gros rôle à jouer dans sa transformation pour pouvoir permettre aux clientèles plus vulnérables d'acquérir des compétences. Merci. Très intéressant. D'autres commentaires? Est-ce que vous dormez? Ça va? Martine. Ben moi, c'est un sujet qu'on a touché dans l'atelier, mais qu'on a moins touché en plénière. Je trouve actuellement, puis on le dit, c'est la première fois que le Québec connaît une situation de plein emploi. Et les entreprises sont vraiment démunies par rapport à ça. Ils ne savent pas quoi faire, ils ont des problèmes de recrutement, mais aussi, ce qu'on nous disait du côté des entreprises, c'est qu'ils ont beau recruter, mais il y a un roulement parce qu'ils n'ont pas nécessairement réglé leurs problèmes de rétention à l'intérieur de l'entreprise. Beaucoup sont des PME, ne sont pas équipés en outils de gestion des ressources humaines. Donc, Mme Murray l'a apporté l'idée, mais je pense que c'est bien, c'est que nous, en quelque part, on peut les aider justement pour des notions de conciliation travail-famille, mais aussi pour des questions de formation. On est prêt à les aider. On travaille déjà en collaboration aussi avec les milieux de formation, que ce soit professionnel ou technique. On est capable de mettre sur pied des formations sur mesure avec eux pour les faire en sorte qu'ils puissent former rapidement les travailleurs. Puis, aussi, c'est qu'on a dans l'expérience des stages, l'intégration, puis on a aussi une culture dans nos groupes communautaires de gestion participative. Et je pense qu'il y a un transfert d'expérience, d'expertise qu'on peut leur apporter. Donc, faut travailler avec eux. On l'a déjà fait, puis je pense que oui, il y a peut-être moins de monde à l'entrée, mais en même temps, il faut travailler peut-être davantage au maintien avec eux pour favoriser le maintien. Fait que toute l'idée d'introduire le maintien dans les ententes de services ou en collaboration avec les milieux de formation, c'est très important parce qu'ils sont vraiment en crise actuellement. Absolument. Merci beaucoup, Martine. Ce serait intéressant d'entendre des personnes venant d'autres secteurs. Je ne sais pas s'il y a des CSMO ici, ou je pense qu'il y a des comités sectoriels, hein, ou des employeurs, ou d'autres personnes, pour voir de votre côté, comment est-ce que vous voyez les partenariats possibles avec les organismes spécialisés en développement de la main-d'œuvre féminine? Avez-vous des idées? Oui. Oui, Bernard Boulay, directeur général Camoroute, donc le secteur du transport routier. Je suis en poste depuis 2 ans, puis c'est ça, quand je suis arrivé en fonction, on a regardé au niveau, je dirais, de la composition de la main-d'œuvre et on se rend compte qu'on a 4% de femmes qui sont conductrices, c'est ça, de camions.
Donc, sur 60 000, 4 bien, ça en fait, sur le calcul rapide, c'est à peine 2000, c'est ça, 2000 femmes qui sont conductrices. Transport de personnes au niveau de la conduite d'autobus scolaire, bien, c'est un enfant sur 3, un écolier sur 3 chaque matin qui est reconduit à l'école, c'est ça, par une femme qui conduit un autobus scolaire. Fait qu'un autobus scolaire, bien, dans ma perspective à moi, bien, c'est un véhicule lourd. Un camion, un autobus, c'est pas une voiture, on se comprend. Donc, la capacité ou la compétence de la main-d'œuvre féminine à conduire des véhicules lourds, bien, pour la démontrer, parce que c'est la réalité, c'est déjà fait là, comme constat. Donc, en arrivant en fonction, bien, pour moi, on se disait, bon, bien, c'est une industrie qui se prive de 50 de la population active. Comment elle peut assurer sa pérennité? Alors, si j'étais propriétaire d'un restaurant, puis que les 50 de la population bien, ne venait pas dans mon établissement, bien, effectivement, c'est ça, je ne resterais pas ouvert tellement longtemps. Donc, pour moi, c'est important, effectivement, avec les partenaires. Déjà, les comités sectoriels, c'est une organisation qui est paritaire, donc avec les associations syndicales, patronales. On dit, bon, est-ce qu'on fait quelque chose? Est-ce qu'on lance un projet? Avec Conditions féminines Canada, on a effectivement, c'est ça, un projet. On travaille avec Geneviève Le Sim pour l'analyse différenciée selon les sexes, pour effectivement avoir des mesures structurantes, innovantes. Puis si on continue à faire ce qu'on fait depuis tout le temps, bien, on va continuer à avoir les mêmes résultats. Donc, on va rester à 4 puis on ne réussira pas à augmenter la participation des femmes dans des métiers d'avenir qu'on dit traditionnellement masculins. Mais il faut voir que l'ensemble de l'industrie, je parle du transport, mais se modifie. Au niveau ergonomique, les camions aujourd'hui, ben c'est ça l'image qu'on a là, du gros camionneur qui est musclé. Pas moi, mais quelqu'un de... c'est ça qui a le profil. Ben, quand on regarde ce que exige maintenant, c'est ça, la conduite d'un véhicule lourd, tous les systèmes d'aide à la conduite, le fait qu'on l'ajustement des pédales, le fait que les sièges sont ajustables, donc ça devient un environnement où la taille de la personne, la capacité physique, ce n'est pas un élément, c'est ça central pour l'exécution de la tâche. Donc, les milieux sont en train de se transformer. Donc, il faut prendre un engagement, en tout cas, vraiment d'industrie. Puis, en tout cas, moi, je suis fier d'être supporté par un conseil d'administration qui est prêt, effectivement, là, à enclencher un processus vraiment de changement. Donc, un plus grand recrutement, une plus grande intégration, plus d'alternance travail-études au sein des entreprises, plus de formation, plus de formateurs en entreprise, toutes sortes de moyens. Puis avec les centres de formation, bien, avec eux aussi, bon, on travaille à changer les choses. Des horaires de 30 heures semaine, 5 jours semaine pour les formations, bien, on peut peut-être imaginer davantage de formations en temps partiel, l'enseignement individualisé, la formation à distance, revoir des horaires, on le disait tantôt, pourquoi commencer à 8 heures le matin, pourquoi commencer à 7h30? Ben, peut-être que si on faisait de 9 h à 14 h sur certains programmes, bien, ça permettrait une plus grande accessibilité c'est ça, à la formation. Puis dans les modèles, bien, en formation professionnelle, bien, il y a très peu de femmes qui enseignent dans les métiers qui sont traditionnellement masculins. Bien, là aussi, il faut, en tout cas, il y a un coup de barre à donner pour faire une place encore plus grande pour que les femmes puissent avoir des modèles qui sont effectivement là, quand on est en formation, bien, l'enseignante ou une formatrice, c'est son entreprise. Mais tout ça, bien, en tout cas, nous aussi, on découvre que l'ensemble des groupes en employabilité, surtout spécialisés au niveau de la main-d'œuvre féminine, bien, vous avez une expérience, une expertise terrain, vous connaissez davantage les besoins de cette clientèle-là. Donc, si on veut faire le pont entre les emplois disponibles, une main-d'œuvre qui ne demande pas mieux que d'intégrer notre industrie, bien, il faut effectivement qu'on puisse travailler ensemble. Il y a là, en tout cas, un terreau extrêmement important là, de collaboration et de partenariat c'est ça, à créer entre les comités sectoriels, l'industrie, les centres de formation puis les organismes d'employabilité. Je pense que tous ensemble, on va avoir des résultats en tout cas beaucoup plus intéressants. Merci. J'ai une question pour vous. Oui, c'est extrêmement intéressant tout ce que vous venez de dire. Qu'est-ce qui a été le déclic? Parce que j'imagine à l'intérieur du Camo Route, c'est que des hommes. Alors, qui était sensible? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une personne en premier qui dit « Ah, mais il me semble si on va chercher des femmes et puis « Ah,
il y a un organisme ici. C'était où, là, le déclic, là? Je dirais, avec l'équipe, parce que mais vraiment l'analyse, juste les données, pour moi, c'était frappant. On est dans une situation vraiment de rareté, de très grande pénurie de main-d'œuvre dans le secteur. Puis je faisais le parallèle entre le transport de personnes puis le transport de marchandises. Puis je faisais alors, c'est vous qui avez vu les autobus scolaires? Non. Oui, mais ça veut dire que ça prend une personne qui dit, alors, tout le monde dans cette salle, chez vous. Bon. Mais là, effectivement, je dirais très humblement, il faut avoir une volonté de changement. Puis avec le comité, on a un comité de gouvernance, c'est ça qu'on a créé dans le cadre du projet avec Conditions féminines Canada. On est dans la première année, c'est un programme sur 3 ans. On a une ferme intention d'apporter des changements, c'est ça qui vont être durables, de modifier les façons de faire. Puis pour l'ensemble des partenaires qui sont là, quand on leur a proposé effectivement de lancer un projet avec Conditions féminines, je me suis validé auprès on parlait des champions, là, de grandes entreprises de transport où les femmes occupent une place de premier choix, entre autres au niveau des ressources humaines ou dans des postes décisionnels stratégiques qui sont vice-présidentes, directrices RH. Je leur ai lancé l'idée, accepteriez-vous de participer à un projet comme celui-là? Est-ce qu'on est des Martiens ou si effectivement il y a quelque chose à faire auprès de cette clientèle-là? Puis d'emblée, elles ont accepté de joindre au projet, de devenir des partenaires du projet. Donc, pour moi, ça confirmait effectivement que des grands modèles, il y en a. Fait que si au niveau de la haute direction, on est en mesure d'occuper des postes stratégiques comme femmes dans le secteur du transport, ces modèles-là, comment redescendre au sein dans les différents autres postes qu'on trouve dans l'entreprise, je dirais cet élan-là, cette reconnaissance de compétences, si elle s'est faite au plus haut niveau de la gestion de l'entreprise, il faut qu'elle se fasse aussi dans les autres professions là, qui composent l'entreprise. Donc, pour moi, peut-être l'idée, peut-être la bougie d'allumage, mais le soutien, en tout cas, je dirais, puis entre autres, ce comité de gouvernance-là, c'est ça, composé presque exclusivement de femmes. On a eu une deuxième rencontre, c'est ça, il y a une semaine, une journée de tempête de neige, puis on pensait peut-être annuler la rencontre, puis finalement, toutes les femmes les membres du comité étaient présentes, et celles qui ne se sont pas déplacées étaient en téléconférence. Donc, je me suis dit, wow, c'est une journée de tempête de neige. On a presque la totalité des membres qui sont là y croient pour une présentation préliminaire là, des résultats. Donc, effectivement, je dis, bon, il fallait le faire. Il y a une volonté. La volonté est là. La volonté est là, puis le besoin est là aussi. Puis en tout cas, je pense que tous ensemble, dans 2 ans, si vous refaites une activité comme celle-là, avec Geneviève, on viendra présenter les résultats. Mais il faut présenter ça à la CPMT. Oui, assurément. Oui. Excellent. Super. Merci. Très intéressant. Merci. D'autres commentaires, réflexions, des éléments? Non? À ce moment-là, j'inviterai Céline Montesinos de venir pour le mot de la fin. Céline est directrice de Connexion Emploi Ressources Femmes et aussi membre du comité organisateur. Alors, Céline, je te passe la parole. Merci. Alors, je ne vous tiendrai pas trop longtemps. Je pense qu'on a eu une grosse journée, tous ensemble. Je pense qu'on a travaillé fort. Puis là, je dois vous faire un aveu. Là, Thérèse, elle va peut-être me chicaner parce qu'elle dit c'est important, il ne faut pas trop improviser, tu pourrais dire n'importe quoi. Non, je ne pense pas. Je vais vous faire un grand aveu. Quand on a pensé à cet événement-là, le comité, les membres, les groupes, on se disait ça va intéresser qui? Qui va vraiment. Puis c'était vraiment une question très profonde qu'on se posait. On disait nous, ça nous intéresse, mais est-ce que ça va intéresser d'autres personnes? Puis là, je pense qu'on a la démonstration qu'on n'est pas toute seule à s'intéresser à ça. Puis je vous dirais, ça, là, c'est quelque chose pour nous qui est important. Parce que nous, ça fait des années qu'on porte ce projet-là. Jennifer nous le disait tantôt, ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. Mais là, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'est... En tout cas, moi, c'est ce que j'ai senti aujourd'hui. Puis c'est vrai que je suis quelqu'un de très optimiste dans la vie, mais j'ai senti ça. Alors,
Ça, c'est pour mon petite affaire improvisée. Là, maintenant, c'est le temps de faire des remerciements. Parce que je vous dirais que cette journée-là, elle a été possible parce qu'on a eu l'appui financier du secrétariat. Merci beaucoup, parce que sans vous, on n'aurait pas pu réaliser ça. Je veux aussi remercier nos panélistes. Je pense que ce matin, on a eu vraiment des femmes d'une grande qualité qui nous ont amenés à réfléchir ensemble. En tout cas, moi, j'étais, puis ça fait longtemps qu'on baigne là-dedans, mais vraiment, c'était vraiment un panel, hein, on peut le dire, elles ne sont pas toutes là, mais celles qui sont là vont avoir nos applaudissements. Vraiment un panel du tonnerre. Je veux remercier Mme Diane Lemieux, de la Commission de la construction du Québec, qui a assumé avec brio, puis brio est un mot faible, parce qu'elle a été tellement généreuse avec nous durant toute cette journée-là, la présidence de notre événement. Puis, je tiens aussi à remercier son équipe qui a aussi collaboré avec nous, vraiment de façon généreuse et efficace aussi. Merci beaucoup. Moi, je suis chanceuse, je suis en avant, j'ai plein d'applaudissements. Mais c'est pas pour moi, je sais. Je tiens à remercier notre animatrice, Jennifer Beeman. Vraiment, je sais pas où elle est. Jennifer, c'est une amie de longue date. Elle vous l'a dit, mais ça fait longtemps qu'on la connaît, ça fait longtemps qu'on l'apprécie. Fait que merci, Jennifer. Vraiment, c'était vraiment animé de main de maître. C'était vraiment parfait sur toute la ligne. Donc, on est vraiment contente et merci encore. Oui, vous pouvez. Maintenant, une personne qui est plus dans l'ombre actuellement. Wouh! On va dévoiler des choses. Je tiens à remercier la coordonnatrice de ce projet, Annick Druel, qui est quelque part à courir. Elle est sur le petit... C'est ça. Alors, elle est sur le petit banc de punition. Bravo, Annick, bravo. Ouais. Il faut le dire, Annick, ça n'a pas été un travail facile pour elle. Elle s'est ramassée avec une gang de directrices qui avaient toute une idée, qui voulaient toutes faire des choses. Alors, elle nous a permis de garder le cap, je pense, parce que des fois, c'était pas nécessairement facile de travailler avec nous. C'était un travail en comité, c'était un travail qui était exigeant. Fait que bravo, Annick, on est rendu là. On va continuer encore, là, mais on ne te lâche pas. Mais merci, bravo, vraiment du bon travail. On peut l'applaudir encore. Alors là, je vais remercier les groupes spécialisés en main-d'œuvre féminine. Je vais remercier le CIAFT aussi. Toutes ces personnes-là ont mis du temps dans la réalisation de cet événement-là, leur expertise, leurs compétences, leurs idées. Fait qu'on a vraiment utilisé tout ce monde-là. C'est pour ça qu'on a pu réaliser ce beau projet. On a une équipe technique aussi à l'arrière. On a été choyés parce qu'on a vraiment eu des gens qui ont vraiment travaillé pour nous, qui ont bien travaillé. C'était vraiment très professionnel comme support que vous nous avez apporté. Je veux remercier tous les participants, toutes les personnes qui sont là, qui ont mis du temps, qui ont participé à tous ces ateliers. C'était exigeant, hein? Une journée exigeante quand même. Là. On s'est creusé la tête, toute la gang ensemble. C'était pas facile. Donc, je vous remercie d'avoir participé aussi généreusement, de nous avoir apporté autant d'idées. Nous, c'est sûr qu'on a un plan d'action à établir. Et là, vraiment, là, on est choyés. Parce qu'on a des choses où on travaille dans le macro, mais on a des choses où on va travailler dans le très concret. Fait qu'on a vraiment des choses où on va pouvoir vraiment établir un beau plan d'action. Oui. Alors, c'était une belle occasion qu'on avait. Je pense que Jennifer, tu l'as dit tout à l'heure, on a déjà eu des événements comme ça, mais celui-là, je le redis, était vraiment différent. On était sur le plancher des vaches. On était dans des choses aussi, des politiques, mais des politiques qui changent tellement de choses au niveau du quotidien des femmes avec lesquelles on travaille. Fait que je pense qu'on a des idées, on a des choses où on va pouvoir travailler. Là, je tiens à vous dire que
à l'extérieur. Tout à l'heure, on vous a parlé de plein de choses. On a monté un carrefour des expertises, des organismes. Fait que vous pourrez aller voir tout à l'heure ce qui se fait déjà, parce qu'il y a plein d'actions qui se font déjà, des actions qu'on va continuer, des actions qu'on veut renouveler. Fait que peut-être aller voir tout ça. Et je pense que j'ai fini avec mes merci. Merci. Merci, Céline.